La villa. Un musée, cette noble demeure palladienne, entourée de douves, où le XVIe siècle est reconstitué avec une exactitude, à mon sens, excessive, en dépit de la haute qualité de tous les éléments qui, à première vue, m'ont paru d'époque. J'avançais très lentement le long du canal bordé de saules pleureurs, et j'ai pu accoster sous un élégant pont de pierre en dos d'âne, sans autre dommage qu'une légère éraflure sur le côté gauche de la coque. De larges marches descendaient en un dessin d'une grande pureté jusqu'à l'eau. J'ai traversé une esplanade dallée, poussé une porte à caissons encadrés de montants ornés d'atlantes, pénétré dans un vaste vestibule éclairé par 2 torches plantées dans des mains de fer forgées au-dessus des lambris. Leur lueur tremblotante faisait vaciller en clair-obscur un coffre de mariage peint, des escabelles, un portrait dans le style humaniste. Je marchais sur un dallage aux entrelacs subtils. Un grand silence pesait sur la maison où tous devaient dormir, et l'humidité se mêlait à la lumière dansante des torches. Le flot dévale sensiblement plus vite que tout à l'heure. Ce n'est plus qu'une masse qui a recouvert les îles hier allongées dans son centre, ou les a arrachées de leurs bases incertaines pour les charrier jusqu'au delta où elles s'éparpilleront et se perdront dans la mer où tout s'achève. À moins que, quelque part, un soudain affaissement ne soit la cause de cette accélération, créateur d'une dénivellation que le fleuve cherche à combler en augmentant son débit. Je m'efforce de maintenir le régime du moteur à un nombre de tours qui permettent au canot de dépasser de peu la vitesse du courant, allure nécessaire pour rester maître de ma direction, en prenant comme point de référence les mottes les plus rapides, de sorte que l'espacement entre les cloques grises me semble beaucoup plus grand. Mais ce n'est qu'illusion d'un navigateur qui s'essaye à suivre leur rythme. L'horizon s'est évanoui, vapeur d'eau qui ne se détache pas du fleuve. Ne reste que l'enchevêtrement végétal, à tribord maintenant que le sens de la marche est inversé. Encore ne puis-je observer qu'une traînée, floue sous l'effet de la vitesse, une espèce de muraille où s'esquissent par intervalles les linéaments de masques reptiliens. D'une porte entrebâillée filtrait une lumière paille. Je suis entré. L'odeur forte d'encens et de benjoin m'a suffoqué. Elle venait de partout, de multiples brûle-parfums posés sur des crédences ou des guéridons perdus dans la pénombre, et aussi de la table où les volutes parfumées se confondaient avec les flammes de 2 hautes bougies torsadées, piquées sur des chandeliers de bronze à la base sculptée en animaux fantastiques. Derrière ce voile fuligineux, une femme était assise, dont les traits flottaient au gré des fumées d'encens. Ses cheveux noirs tombaient sur des épaules nues, le reste de son corps était caché par une longue robe de soie chamarrée. Par-dessus un manuscrit, elle avança ses 2 mains à travers le rideau embrumé. Les doigts fins étaient chargés de bagues en or. L'évocation trop parfaite d'une époque révolue aurait dû sentir le théâtre, mais nulle fausse note n'en rompait l'harmonie. Les meubles eux-mêmes, frappants d'authenticité, étaient dans un si parfait état de conservation qu'on les aurait crus neufs. Je n'ai rien compris à ces questions auxquelles j'ai répondu ainsi que l'on m'avait recommandé.
À la troisième, pourtant, il me sembla qu'elle parlait une langue proche du toscan, mais avec une intonation si curieuse que j'avais cru à un langage étranger. Elle poussa dans ma direction, sur le plateau de la longue table à pied lyre, une bourse lamée d'or et d'argent, vide, et un étrange poignard à lame triangulaire, lumineuse, orientale, je pense, et me dit de les prendre. C'était bien du toscan. Braquant sur moi des ongles pointus, elle répéta sur un ton d'horreur « Va-t'en! Va-t'en !» J'ai glissé la dague dans la ceinture du peignoir et suis parti à la hâte, fuyant la folle dont me poursuivaient les va-t'en, va-t'en expressifs d'une angoisse difficilement soutenable. Le motoscafo m'attendait dans la lumière pâle qui précède l'aurore et me fut soulagement après les fantasmes du délire nocturne. La précipitation de la descente me ramène au présent. Il ne m'avait pas semblé dans la nuit accomplir un trajet considérable. La phosphorescence de la flèche indiquant l'entrée du canal m'ayant dévié avant même que j'aie rallié mon sinistre embarcadère initial. Et je me demande avec anxiété comment, dans cette coulée uniforme au long de laquelle je suis entraîné, je déchiffrerai le goulet donnant accès à la maison sur pilotis, déjà dépassée peut-être. Le fleuve a répondu en me jetant à bâbord sous la poussée d'un courant oblique inattendu, si violent qu'il me faut lancer le moteur à fort régime pour ne pas m'empêtrer dans les branchages fourchus et mettre le cap sur l'aval parallèlement à l'amas que je ne saurais appeler rivage. Mais simultanément, les conditions de navigation se bouleversent. Affecté d'une densité différente, le courant se fait très faible. J'avance au milieu de débris presque immobiles, tournant sur place avec lenteur, giration trop molle pour gêner le canot. Bien loin de suivre la cavalcade de la descente, je manœuvre à vitesse réduite, attentif aux pièges possibles cachés sous la plaque opaque. Mottes d'argile et îlots défilent au large, fluides, déformés. Bientôt il apparaît que je suis un chenal sans danger, d'où il serait facile de s'échapper en cas d'obstacle imprévu, et je peux relâcher la pénible tension du pilotage. Imprudence, un tronc, gueule ouverte, fendu à la manière de celle des caïmans, s'est avancé en sourdine afin de trancher l'étrave au-dessous de la ligne de flottaison. Un sale animal sorti du pullulement des herbes moisies entre lesquelles il trouvait sa pâture, dévoré lui-même par un grouillement de bestiole qui désagrège par plaques l'écorce rugueuse. Le canot l'a heurté malgré un coup de volant si brutal qu'il a failli me projeter dans le courant. Sanction méritée pour avoir été complice, en le remémorant, du délire que je refuse, images chavirantes qui m'ont enrobé dans leur réseau flou. Je vais retourner auprès de la voie à laquelle, peut-être, la grisaille du jour donnera forme, visage, et lui abandonnerai la dague comme preuve de mission accomplie. Cette dague grotesquement passée dans la ceinture d'un peignoir de bain à rayures roses et mauves, trop petit, de sorte qu'il s'arrête au-dessus des genoux, en laissant bien apparent des mollets poilus. Sec ou pas, j'ai hâte de récupérer mes vêtements. Une ville, la voiture, et tout rentrera dans l'ordre des jours plats bien ordonnés. Et je ne reverrai plus la fille du fleuve. Je ne retrouverai plus le canal intemporel dont l'eau noire m'a mené jusqu'à elle. Fini. Les deux mains de l'arbre colosse ont, de leurs doigts de bois minéralisé, ouvert mon sternum et en écartent lentement, avec une régularité sans haine, les bords lignifiés à leur contact, toute hémorragie stoppée, vaisseaux internes saisis de proche en proche par la paralysie circulatoire.
Les terminaisons nerveuses ont été métamorphosées en coupes de madriers, ne laissant que déroutante angoisse de déchirement écartelées par 2 branches qui divergent, fortes du poids irrésistible de leurs racines. La rupture se pétrifiera au contact des mains, se coulera en bronze, cicatrice sculptée dont les lèvres ne se refermeront plus. Le retour. Le canot avance très doucement vers les pilotis, ralenti par la lourdeur de l'eau morte qui colle à la coque, plus que par la marche arrière, presque immobilisé déjà lorsqu'il arrive à leur hauteur, lui me conduisant, à pontage reconnu, plutôt que moi je ne le dirige, et c'est sagement, sans à-coups, qu'il rejoint les pneus et s'installe, oscillant à peine à leur contact. La porte de la grande salle vitrée est ouverte. D'un fauteuil qui me tourne le dos, face à un âtre que j'ai oublié, dépassent 2 jambes croisées vêtues de jeans. Mission accomplie. Je me reproche cette entrée théâtrale, appuyée sur une expression toute faite quand je suis affublé de ce peignoir ridicule. Les jambes ne bougent pas et une voix claire me répond calmement « Était-ce une mission ?» Une voix autre que celle de la nuit. « Du moins, ai-je agi comme vous me l'aviez demandé ? Je ne peux vous rapporter que 2 objets. » Pas de réponse. L'eau plombée me tire depuis les pilotis et m'appesantit. Les grands anacondas se sont réveillés aux profondeurs. Leurs replis se déroulent songeusement pour remonter en quête d'une proie à enrouler et rouler dans les fonds. Elle s'est levée. L'anorak rouge l'isole. Capuchon rabattu et de grosses lunettes fumées cachent ses yeux. Les serpents aquatiques, dépliés, frôlent la surface. Il faudrait fuir s'il ne se glissait un engourdissement sans déplaisir. Derrière la raison se tapit, en attente tenace, l'espoir qu'elle se découvrira. Et pourtant, les mots s'articulent spontanément. Je crains de vous importuner. Si vous me permettez de reprendre vêtements et papiers, je vais repartir. Je laisserai le canot au premier appontement en aval et naturellement réglerai tous les frais de remorquage pour le retour. Elle est sortie sur la terrasse, regarde l'eau, parle enfin. Avec cette ruine, cela me paraît difficile. Le ton s'est fait ironique tandis qu'elle désigne le motoscafo. Les raflures s'est démesurément agrandie. La morsure du caïman a creusé l'acajou délavé qui se fendille de toutes parts. L'eau, souillée d'huile, monte régulièrement. Le canot donne de la bande, il s'enfonce sur le côté. Les phares atteignent le plan mat qui ne réverbère rien. Et, abandonné par ses amarres déchiquetées, il s'abîme sans tourbillon. Nous sommes restés tous deux à considérer la dissolution accélérée du motoscafo, mains dans les poches, et je n'ai trouvé à dire qu'une banalité. L'eau est très mouillante par ici. Elle a répondu sur le même ton, celui dont on use avec qui demande « Quelle heure est-il ? Quel temps fait-il ?» Très mouillante, effectivement. Après un silence, j'ai repris, un peu hésitant, « Il vous serait peut-être possible de m'accompagner dans votre hors-bord ?» Les longs serpents patrouillaient nonchalamment, invisibles sous la carapace de lac qu'ils ne gonflaient pas.
La mort du motoscafo ne m'affectait guère. Elle seule saurait piloter en évitant les évolutions ophidiennes. Plus tard, les anacondas ont plongé. Leurs têtes triangulaires fendent l'épaisseur des eaux épaisses. Ils vont s'assimiler de nouveau à l'amas de branchages pourris qui tapissent les fonds et attendre en rêvant de leurs yeux froids. Une voix blanche, dont je comprends après un temps qu'elle est mienne, une voix professorale inquiète et pourtant posée, le timbre bizarre d'un zombie. Tout ceci est fort ennuyeux. Étant professeur à l'université de Pise, je dois regagner mon poste dans 48 heures. Elle a quitté la terrasse et me parle, dos tourné, en approchant de l'âtre où les bûches se calcinent. Il peut se passer beaucoup de choses en l'espace de 2 jours. Elle ajoute un sarment, tisonne les braises, le feu jaillit, orange, sans éclairer la lumière du petit matin qui n'a pas varié depuis mon départ de la villa palladienne. Élément étranger, il établit avec la grisaille un rapport de tension à haut voltage qui me traverse. Les grands serpents n'ont pas daigné mouvoir le poids de leurs anneaux. Les fentes immobiles des regards négligent un latiniste qui croyait avoir collègue, relation, maîtresse dans une ville nommée Pise. Les bûches flambent sur une plaque surélevée qui laisse place où s'asseoir. Elle enlève son anorak, les cheveux retombent, blonds. Éclat de lumière solaire ou soleil englouti, double liquide de l'étoile de feu. Elle s'installe près du feu, jambes croisées, blonde. Je rampe sur le paravent pour m'éloigner du pavillon où les mandarins aux ongles démesurément longs discutent sempiternellement de problèmes d'étiquette. Je ne suis plus des leurs. Par-delà les racines torses qu'il faut contourner pour éviter les têtes plates qui s'y dissimulent, j'ai aperçu, très loin, sur un autre panneau, le méandre d'une eau blanchissante au bon saupoudré d'écume. Je me suis affalé sur un fauteuil-sac, un de ces anotas qui épousent la forme du corps. Elle me détaille d'en haut. Je ne sais si le pli de ses lèvres indique moquerie ou sympathie. Votre dague est très curieuse. J'avais oublié l'existence de cet objet qui m'importune et que je pose avec indifférence sur une table basse en verre fumé. Elle examine l'arme avec l'attention d'un expert. C'est la même jeunesse, mais le visage est plus émouvant, marqué des rides d'un voyage douloureux. Elle m'avait sauvé hier après-midi. Comment ne m'en souviendrais-je pas? Et les stigmates ne se conquièrent jamais en quelques heures. Elle ôte ses lunettes. Les yeux sont roseaux à leur point d'intersection avec le silence aquatique. Tibet. Pièce remarquable par son ancienneté et sa facture. 15e, 16e, c'est un poignard à écarter les ombres. Réplique terrestre de l'épée des Bodhisattvas ou de Vishnu. Je vous demande pardon? Les ombres qui vous étouffent. Traduisez les programmes de toute nature qui ont été imprimés sur vous, qui offusquent la clarté et vous confondent avec les mottes charriées par la crue. Ils sont redoutables, ces programmes, quand ils entrent en conflit avec vos élans refusés. Ils vous poussent alors à d'étranges conduites, fantasmes qui se densifient jusqu'à s'incarner, qui barrent le chemin du retour aux moments cruciaux et vous rejettent dans le désespoir désertique. Je pose la bourse qu'elle considère avec le même soin que la dague. Joli travail. Renaissance, n'est-ce pas?
et même Italie du Nord. Que viennent faire ici ces détails pour connaisseurs? Oui, cela va de soi. Rien ne va jamais de soi. Pourquoi tant insister sur un point aussi évident? Je rampe et glisse sur le plan de lac. Des jungles s'interposent dans lesquelles je m'égare, qui ne sont peut-être que touffes lancées en quelques coups de pinceau impérieux. Des charnières devront être franchies, plus glissantes, plus tranchantes que l'épée du pas périlleux. Mes bras s'écartèlent. Quoi qu'il en soit, elle est vide. À vous de la remplir. Mais pour le moment, il faut vous habiller. Un double rideau en velours de laine vous fera une djellaba très convenable, et vous avez besoin de dormir. Elle me tend un verre d'eau où elle a versé quelques gouttes d'un flacon en cristal taillé, d'un jaune translucide.